Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Vendredi 1er mai 2015, bonjour à tous, bonne arrivée dans cette émission Les GG. 1 heure pour vous aider à comprendre les dessous de l'actualité, c'est le but de cette émission. Vous connaissez vos moins habituels pour réagir à nos sujets. Vous faites le GG, vous envoyez vos SMS au GG 8037 ou vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info ou vous faites carrément le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous donc mettez le code de la Guinée, le 00224. Au menu chez les GG, donc ce vendredi, c'est le 1er mai, c'est la fête internationale du travail en Guinée. Pour cause d'une double crise au plan sanitaire et politique, il faut dire que le cœur n'est pas vraiment à la fête. En dépit d'une baisse des prix des produits pétroliers et des engagements de l'État en faveur d'une augmentation des salaires des travailleurs, notamment ceux de l'État, le pouvoir d'achat de ceux-ci reste et demeure faible face à la cherté de la vie. Quel est le niveau d'application des accords tripartites et État, patronat, syndicats? Quelles revendications pour de meilleures conditions de travail et de vie pour les travailleurs guinéens? Monsieur Amadou Diallo, il est secrétaire général de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Nous allons l'interroger ce matin en écho à cette fête du travail, justement, illustration dans cette émission, focus sur les conditions de travail des agents du ministère des Transports. Invité, entre autres, dans cette émission, monsieur Mamadou Djoumessi, il est secrétaire général de l'unité syndicale de ce département, et madame Rose Kasso Tenguiano, secrétaire administrative de la même unité syndicale. Et si tout va bien, on fera un détour par Bamako. L'AS Kaloum, près d'un exploit historique, le club entraîné par l'Ivoirien François Zawi peut se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des champions africaine, ce qui serait une grande première. Pour y arriver, il faut éliminer l'USMA d'Algérie, vainqueur à l'aller par 1-0. L'AS Kaloum a rendez-vous donc avec son destin dimanche à Bamako. Quelle chance pour la bande Zawi de franchir ce cap et d'entrer dans l'histoire pour une fois un club guinéen en phase de poule de la Ligue des champions africaine. Mohamed Lamine Ba et les journalistes sportifs, donc nous allons le joindre depuis Bamako. Merci de rejoindre l'équipe des grandes gueules. Bonjour Mohamed Djibril. Bonjour Abouakar. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Abouakar. Bonjour Moussa Yerouba. Bonjour Abouakar. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Abouakar. Alors on s'intéresse d'entrée, Mohamed Djibril, à cette interview que le président de l'UFR a accordée à un journal ivoirien. Vous titrez des déclarations fracassantes de Sidya Touré. Oui, des déclarations fracassantes. Je pense que le mot n'est pas galvaudé, le mot est choisi parce que dans cette interview que le président de l'UFR accorde au quotidien ivoirien l'Inter, il y a des déclarations sur lesquelles on peut se poser des questions. Ouais. Lorsque le président de l'UFR dit, entre autres, que toutes les structures syndicales ainsi que celles de la société civile sont caporalisées ou ont été caporalisées quelquefois à coup d'argent. Lorsqu'il dit également sur le plan politique qu'il a été élu, je cite, j'ai été normalement élu au premier tour de la présidentielle, mais on en a décidé autrement. La présidentielle de 2010 de la présidentielle de 2010. Alors, c'est une déclaration qui... c'est un véritable pavé dans la mare. Ouais. Est-ce que le président de l'UFR a gobé ou en quelque sorte a digéré l'échec électoral de 2010? On serait tenté d'en douter. En quoi, bien évidemment, les déclarations qui sont faites au détour de cette interview. Mais quand il dit qu'il a été élu au premier tour en 2010, certainement, il a de bonnes raisons. Il a de bonnes raisons, mais... Il doit avoir des éléments sur lesquels il s'appuie. Oui, mais justement, c'est justement... À mon avis. Oui, à votre avis. À mon avis. Sauf qu'il faut prendre officiellement les résultats qui sont connus au premier tour. Il est arrivé 3e. Officiellement, oui. Officiellement. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est tramé dans les coulisses avant la publication des résultats provisoires. Mais ce qui est beaucoup de choses se sont passées à cette époque. Oui. Ce qui est important, on ne peut pas nous d'emblée accréditer une telle déclaration.
on serait bien heureux de savoir quels sont les éléments dont il dispose pour faire de telles affirmations. Ouais. Mais quand il dit également que toutes les structures syndicales ainsi que celles de la société civile ont été caporalisées par le pouvoir, quelquefois à coup d'argent, ben, on se demande qu'est-ce qu'il a encore. Moi, j'ai rien contre. Hein. Oui, mais moi j'ai rien contre. Mais seulement, je pense que c'est la réalité. Je serais très heureux d'entendre M. Sidia nous brandir quelques éléments de preuve, parce que ce sont quand même des déclarations choc, c'est des déclarations qui font froid dans le dos. Allez-y, Mohamed Mara. Il n'y a pas que cette déclaration. Personnellement, j'avoue avoir sursauté quand j'ai lu ces propos, parce que il me semble. Pourquoi? Non, j'ai été un peu surpris parce que l'argumentaire Qu'est-ce qui vous dérange, vous, Mohamed Mara, dans cette interview? Pas du tout dérangé, je suis surpris. Alors pourquoi vous avez l'argumentaire déroulé par M. Touré repose essentiellement sur l'annulation de votes dans quelques circonscriptions. Or, même avec ces votes-là, je vois mal comment quelqu'un aurait été élu au premier tour dans ce pays. Maintenant, de l'autre côté, il y a quand même, je peux concéder à l'opposant parfois d'avoir un discours dur, sans concession vis-à-vis du pouvoir, mais des contre-vérités quand même, et des contradictions parfois dans le discours politique. Tout à l'heure, dans une boutade, je disais à Djibril, j'ai dit, mais attends, il s'agit d'un discours politique ou plutôt simplement d'une panacée? Parce que je n'ai pas trop compris. Par exemple, quand M. Sidia Touré dit que la Guinée est en récession, je ne sais pas sur quelle base macroéconomique. Attention, c'est un économiste. Je ne suis pas désolé, il est expert. Mais le FMI et la Banque mondiale auraient été les premières institutions déjà à crier à la hola. Ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai qu'en 2014, la Guinée a connu un taux de croissance assez faible, notamment de 2%, mais 2%, bon sang, ce n'est pas du tout la récession. Autre chose, il affirme que Alpha Condé, par exemple, en 2010, malgré tout ce qui s'est passé, moi j'utiliserai peut-être le mot tripatouillage, parce que c'est ce que ça laisse entendre, il n'aurait obtenu que 18% des voix. Ce qui signifie, d'après lui, que le RPG Arc-en-Ciel est un parti, alors, en Guinée, totalement minoritaire. Mais dans le même discours, en se battant cette fois-ci contre notamment l'aspect communautariste des votes en Guinée, il dit que si cela était une réalité en ce qui concerne son parti n'aurait pas fait partie des 3 principaux partis de Guinée. Vous ne pouvez pas dire que le RPG Arc-en-Ciel est minoritaire, strictement minoritaire, et en même temps le citer parmi les 3 principaux partis. Il y a quand même quelques contradictions à ce niveau-là. Toutefois, moi je lui concède quelque chose. Même s'il dit que la Guinée est un pays post-communiste, je ne sais pas trop sur quoi ça repose. À mon avis, cela relèverait davantage d'une analyse des années 60-70, parce que les réalités c'est de la guerre froide, mais pas du tout d'aujourd'hui. C'est un discours complètement décalé, en déphasage avec la réalité, mais je peux le comprendre. Je le rejoins quand il dit que essentiellement, lui, il pense aujourd'hui qu'il faudrait mettre le renouveau de l'État au centre des préoccupations, c'est-à-dire avec une administration beaucoup plus efficace que celle que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup plus efficiente et surtout dont les rendements peuvent être touchés du doigt, parce que l'indolence parfois et parfois l'incompétence de l'administration, vous le savez, est à l'origine de pas mal de problèmes dans la gestion socio-économique de notre pays. Allez-y, qu'est-ce que ça vous inspire? Si le président Sidi a dit qu'il a été élu, peut-être qu'il a voulu dire qu'il est arrivé au premier tour, parce que nous le savons, celui qui a été élu, c'est au deuxième tour. On le tient au mot, Moussaïro. Non, j'interprète un peu de la façon, écoutez, de la façon dont vous avez fait votre analyse, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allez-y, Moussaïro, allez-y. Je dis, s'il a dit cela, je dis peut-être qu'il a voulu dire. Permettez-moi d'analyser comme je l'entends. Peut-être qu'il a voulu dire qu'il est arrivé premier. J'analyse. Vous avez analysé. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. S'il vous plaît. Je crois que je suis indépendante. Vous en avez le droit. Je suis indépendante. Est-ce que quelqu'un a été élu ici au premier tour en Guinée lors de la présidentielle de 2010? Non. Alors, ne me dites pas que quelqu'un ne croyez pas à ce que quelqu'un dise qu'il a été élu au premier tour. Peut-être que l'intéressé a voulu dire qu'il est arrivé premier.
alors ce sera la deuxième personne qui revendiquerait la place de premier, parce qu'on a écouté ici aussi l'UFDG dire que normalement que c'est elle qui était arrivée en première position. C'est pas une première, mais ce qui est étonnant, c'est d'attendre toutes ces années peut-être pour dire que normalement c'est l'UFR qui serait arrivé en première position lors des premiers tours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle de 2010. Moi je pense le plus important, on est passé, en tout cas on a passé cette étape. L'étape qui vient, c'est la présidentielle de 2015. Je pense qu'il faut affûter les troupes, essayer de voir ce que l'électorat va donner. C'est le plus important. Le passé est révolu, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est étonnant quand même que ce soit maintenant. C'est une déclaration assez importante, parce que vous l'avez dit, la Guinée s'achemine vers une nouvelle élection présidentielle assez cruciale. Vous avez vu ce qui s'est passé du côté du Togo, où les résultats des élections de la présidentielle sont contestés, et vous avez suivi la sortie de Ibou Chambas, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, qui s'est félicité du bon déroulement de ces élections et qui accrédite par la même occasion des élections contestées par le principal opposant. Et vous avez suivi dans la même foulée la démission du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante au Togo. Ce n'est pas rien, Ahmed Kamara. Oui, ce n'est pas rien, mais bon, moi je veux dire tout simplement que sur le dossier... Ce qui est en jeu, c'est l'acceptation des résultats. Ce qui s'est passé dans le dossier guinéen, je pense, depuis 2010, aujourd'hui on est en 2015, je souhaite vraiment pas revenir là-dessus. On a traversé assez de situations, je pense qu'il faut mettre le cap. Oui, ça peut revenir en 2010 , c'est ça la question. Non, mais si, en 2015 plutôt, si un des principaux leaders croit savoir, affirme dans un journal ivoirien qu'il a gagné. Non mais c'est extrêmement important. Oui, c'est important pour vous, mais écoutez, c'est les urnes qui vont déterminer. Ça peut revenir. Oui, Ahmed. Écoutez. Et il faut craindre donc ce qui peut arriver après les élections. Je ne crains rien du tout. Je ne crains rien du tout. Je pense que les Guinéens sont assez matures pour pouvoir choisir la personne. Non mais ne faites pas dans le délit d'évidence, Ahmed. Non, écoutez. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est ce que je vous dis. Je pense que les Guinéens sont matures et les Guinéens feront le bon choix lors des élections de 2015. Et le bon choix, j'ose croire. Et si les résultats sont contestés après? Si les résultats sont contestés, on passera par les procédures légales. Les procédures légales, c'est quoi exactement? Il faut Ahmed, vous savez très bien qu'en Guinée, on ne conteste plus quoi que ce soit devant les tribunaux. C'est dans la rue. Vous savez très bien qu'en ce moment, nous sommes dans une situation politique en réalité qui nécessiterait que le parti se transforme par exemple devant la Cour On va laisser Ahmed aller au bout de son raisonnement. De toutes les façons, je ne peux dire que ça. Je ne peux dire qu'il y a des procédures légales. Je m'arrête à là. Attendons de voir, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut espérer que les partis aient recours à ces procédures légales. Mais déjà qu'il y a une culture de la violence. Il y a une culture de la violence. Il y a une culture de la violence. Même en Côte d'Ivoire, où il y a eu une supervision des Nations Unies qui devait valider le scrutin, il y a eu des problèmes. Donc en Guinée, c'est pas exclu qu'il y ait des problèmes. Mais j'ose croire que tout se passera dans les règles de l'art et que cette supervision, non seulement de la communauté internationale, sera bien pointue pour nous dire exactement ce qui se passe sur le terrain le jour des élections, pour nous dire après exactement qui a gagné. Et j'ose croire également que la CENI sera responsable à ce niveau. Mais vous osez croire, Ahmed. Sauf que ce n'est pas la réalité en Guinée quand même. Si ce n'est pas, c'est pas la réalité. Ce que vous dites est très grave. Non, c'est pas grave. S'il vous plaît. Les grandes gueules. Vous osez croire. Vous êtes en train de mettre. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes en train de mettre dans la tête. Non. Les compétiteurs eux-mêmes n'ont pas confiance en l'organe chargé d'organiser les élections. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que ces mêmes compétiteurs acceptent les résultats à la fin du processus? Alors qu'est-ce que vous voulez que je parle à la fin à la place de ces... Non mais ce qui est en jeu, c'est la transparence des processus électoraux. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas un leader politique pour dire que je ne crois pas à la CENI. Je ne suis pas un leader politique. Mais c'est le constat, Ahmed. S'il vous plaît, la CENI est une institution qui a été mise en place et par les leaders de l'opposition et par la mouvance présidentielle. Je ne suis pas celui qui va s'asseoir ici pour dire que je ne crois pas en cette CENI. Vous n'avez jamais dit dans ce studio que la CENI a montré ses limites. La CENI a montré ses limites, mais je ne veux pas dire que les membres de cette CENI ne sont... Je ne veux pas insulter ces cadres parce que pour moi, c'est les cadres que je dois... Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas un leader politique. J'analyse... Je ne comprends pas du tout, Ahmed, ce matin. Je crois que pour moi, c'est une institution... Pour moi, cette institution a existé pendant les élections législatives.
Oui. Et il y a eu des élections, il y a eu des résultats. Ces résultats ont été pratiquement contestés? Je pense que non. Alors, c'est ce que je vous dis. Il faut croire, il faut faire confiance en cette CENI. On a parlé de tripatouage. Ce qui reste clair, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas un opposant. Il y a une structure. Mais vous ne pouvez pas me dire que les résultats des législatives n'ont pas été contestés. Vous vous rappelez le PDN? Pourquoi Lansana Kouyaté n'a pas siégé? Aboubacar, je vous dis qu'il y a une structure qui existe. Cette structure a été mise en place et par l'opposition et par le pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est clair que l'opposition demande à ce qu'il y ait une modification de cette structure, mais pour l'instant, je ne suis pas celui qui va dire que je ne crois pas en cette CENI. Ce qui reste clair, même s'il n'y a pas de spécialistes parmi eux, les couacs, on peut enregistrer. Mais la sincérité, ce qui est clair quand même, vous avez régulièrement pointé les faiblesses de cette CENI dans ce studio. Moi, je ne comprends pas ce que allez-y, Mohamed Djibril. Être faible et ne pas être crédible, c'est-à-dire et ne pas être crédible vis-à-vis des populations font deux. C'est contradictoire. Je pense qu'il faut avoir l'œil de compas pour voir les choses en profondeur et non pas les voir sur la façade. C'est extrêmement important. Nous sommes en Afrique et on sait que généralement les élections en Afrique sont conflictogènes. Vous faites bien de poser la question de la négation, de la contestation des résultats. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, aucun leader n'est préparé à échouer. C'est-à-dire accepter la défaite. Accepter la défaite. On a analysé ici à large et à travers même les discours d'un opposant qui prédisposait ses militants à ne pas accepter un résultat autre que celui qui le déclarerait vainqueur. C'est important, Aboubacar, que vous souleviez la question. Mais en même temps, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a un faisceau convergent d'ingrédients qui font croire que les résultats peuvent être contestés et que cette contestation peut ne pas être forcément légale. Mohamed Mara l'a subrepticement rappelé tantôt. Nous avons une CENI dont les résultats découlent en quelque sorte de l'inexpérience de la plupart de ses membres. Nous avons une CENI composée pour la plupart des novices. Dans cette CENI, ceux qui sont experts en matière électorale, on ne peut le compter que sur le bout des doigts. Vous allez rectifier aujourd'hui. Vous avez dit la dernière fois qu'il n'y a que Alpha Yero. Mais vous avez oublié de citer Khan et d'autres. Voilà. Oui, mais ils ne sont pas nombreux à être des experts en matière électorale dans cette CENI. Donc, ça dépend forcément sur leur prestation dans le cadre du processus électoral. Ahmed accepte, souffre d'entendre qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont dans une logique de négation des résultats des élections. Ça, on ne peut pas le nier. Eh bien, il faut d'ailleurs donc annoncer à nos auditeurs que nous allons pouvoir prendre le président Sidya Touré, qui est à l'écoute de cette émission depuis Abidjan, la capitale ivoirienne. Il va réagir donc aux analyses, aux commentaires dans ce studio et donc pour revenir sur l'essentiel de cette interview qu'il a accordée à l'Inter d'Abidjan. Nier les résultats rapidement, à mettre deux secondes, dire qu'on a été élu au premier tour de l'élection présidentielle. C'est à la fois une négation, mais aussi c'est prédisposer ces militants à ne pas accepter un résultat autre que celui qui nous déclarait vainqueur. On serait bien heureux, heureusement qu'il va prendre la parole. Il va nous dire les raisons sur lesquelles il se fonde pour dire qu'il a été élu au premier tour de la présidentielle de 2010. Allez-y, Moussa Yero. Je pense que cela va dépendre de la façon dont les élections vont être organisées. Ahmed disait tantôt que les élections législatives n'ont pas été contestées. Vous vous rappelez, ces élections, on a parlé, l'opposition en tout cas a parlé de tripatouage, mais également on a... Moi, je n'ai pas compris Ahmed ce matin. Les différents observateurs, par exemple, l'Union européenne a parlé quand même de certains couacs, l'Union africaine, de certains couacs qu'on a pu observer lors de ces élections. Je pense qu'on a tous intérêt à faire de telle sorte qu'il y ait des élections transparentes et pour éviter éventuellement qu'il y ait des contestations et tout, parce que je pense qu'on peut y arriver, on peut le faire dans ce pays. On n'est pas là pour être alarmiste, pour prévoir qu'il y aura en tout cas des élections qui ne sont pas bien organisées, mais je pense qu'il faut se mettre à l'œuvre, faire en sorte qu'il y ait de très bonnes élections transparentes. C'est vrai qu'il y aura toujours des couacs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, Moussa Yero. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que parlant de transparence du processus électoral, si vous permettez, ce qui est en jeu aussi, c'est
les conditions de préparation de cette élection présidentielle. L'opposition exige un coup d'arrêt aux activités de la CENI. Cette CENI continue tout bonnement de dérouler ses activités. On n'y est même pas encore, il faut le dire. On n'y est pas encore. On n'est pas à l'étape de dire que oui, on va organiser des élections parce que vous le savez, même les activités de la CENI actuellement sur le terrain sont interrompues par rapport à la révision parce que certainement certains sont perturbés. Par endroit, les opérateurs de saisie ne travaillent pas. Il n'y a pas de révision, je veux dire. Il y a même certains citoyens qui nous ont appelés, qui sont venus pour se faire recenser, mais en fait, il n'y a pas d'opérateurs et ils ne travaillent pas. Donc, on n'est même pas à l'étape de dire qu'on va organiser ces élections. Ce que je veux dire, au moment où on y sera, je voudrais qu'on fasse en sorte que tout se passe dans les règles de l'art pour éviter d'éventuelles contestations. Voilà, c'est ce que je disais. Un mot rapidement avant d'aller à la pause et derrière, donner la parole au président de l'UFR, M. Sidia Touré, qui patiente du côté d'Abidjan. Un mot sur la Sotragui. Vous nous signalez les bus portés disparus dans la circulation. Ah oui, si vous l'avez remarqué, depuis mercredi quasiment, vous ne trouvez plus de bus de la Sotragui en circulation. Et vous savez très bien quand même que ces bus-là, à l'origine, transportaient pas moins de 6000 personnes quand même à l'heure quasiment. Et aujourd'hui, malgré que seule la moitié de ces bus-là restent en circulation, on ne comprend pas pourquoi les bus ont disparu. D'après, disons... on comprend. Attendez, laissez-moi terminer parce que les raisons dégagées justement par la direction de la Sotragui ne tiennent pas. Un de nos reporters ici à Espace TV s'est rendu auprès de la direction qui affirme que c'est à cause de l'état de la route justement qui donne accès au siège de la Sotragui ici au marché de Matoto. Mais bon, nous connaissons tous cette route-là, alors qu'il y a en réalité 2 accès, voire 3 accès à ce siège. Donc, moi, je me dis que ce n'est pas du tout l'état de la route, c'est autre chose qu'on nous dit, c'est qui ne va pas. N'oubliez pas que la Sotragui est engluée depuis plusieurs mois dans un bras de fer entre le conseil d'administration et la direction générale, et qu'il y a des soupçons de malgouvernance et notoire au sein de malgestion de l'entreprise. C'est qu'il y a une réalité aujourd'hui. Vous avez tous suivi récemment la sortie de la présidence de CA qui a désavoué totalement et a retiré sa confiance, notamment à la direction générale actuelle. Bien, les juges continuent dans un instant. On revient. Pour l'heure, nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.